Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Ramdani, je suis Senior Solution Engineer chez VMware, spécialisé autour des technologies cloud natives et Kubernetes. Je travaille dans la BU Tanzu. Tanzu, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est quoi? C'est l'ensemble des produits et solutions de chez VMware pour accompagner les clients dans la modernisation de leur IT en général, pour l'adoption des technologies cloud et Kubernetes en particulier. Aujourd'hui, on va plutôt aborder la partie Kubernetes pour les VI admins et je vais vous parler un petit peu de ce que fait VMware pour vous permettre d'adopter Kubernetes dans votre data center sur vSphere de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Donc aujourd'hui, le constat, c'est que, il y a une adoption vraiment croissante, du paradigme des conteneurs et pourquoi? En fait, quand on analyse un petit peu, les conteneurs, en fait, vont offrir une abstraction totale de la partie système d'exploitation et on dit même que les conteneurs font aux operating systems ce que les machines virtuelles ont fait pour le hardware et pour le bare metal. Parce qu'une application qui tourne, sur des machines virtuelles, au fait, elle ne va pas voir la partie sous-jacente, la partie matérielle sous-jacente et elle va tourner exactement de la même manière, qu'elle soit sur du HP, du Lenovo, du Dell. Et de la même manière, une application qui va tourner dans un paradigme de conteneur, en fait, elle ne va pas voir la partie système d'exploitation. En fait, les conteneurs vont offrir un niveau d'abstraction par-dessus le système d'exploitation qui va apporter un certain nombre de bénéfices et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette présentation. Mais le constat aujourd'hui, c'est que l'adoption des technologies des conteneurs et de Kubernetes va vraiment de manière exponentielle et va à un rythme qui est beaucoup plus rapide si on le compare par exemple à celui qui a été celui, de l'adoption des machines virtuelles dans l'industrie. Donc quelques chiffres autour de Kubernetes. Évidemment, Kubernetes, j'imagine que tout le monde, au moins, en a entendu parler. Kubernetes, au fait, aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire, c'est pas juste un effet de mode, c'est pas juste une technologie dans un coin inventée par des geeks, mais c'est une technologie qui est là vraiment pour structurer l'IT de demain. Juste quelques chiffres donnés donc par quelques cabinets d'analyse, assez reconnus dans le monde. Donc le marché des technologies des conteneurs est évalué d'ici 2022 à plus de 83 milliards de dollars. Donc un autre cabinet nous dit que 87 des organisations aujourd'hui utilisent déjà des technologies conteneurs. Un autre cabinet nous dit que 90 d'entre eux utilisent donc des applications containerisées en production. 65 nous disent qu'ils utilisent au moins 2 solutions d'orchestration pour les conteneurs. Ici, vous avez eu la chance ou l'occasion d'aller donc à KubeCon, le dernier KubeCon qui a eu lieu aux US à San Diego. Il y avait plus de 9 000 participants et on y a retrouvé, les plus grands acteurs de l'industrie, Google, VMware, Microsoft, Red Hat, IBM, enfin, il y a vraiment une convergence de l'industrie autour de Kubernetes. C'est vraiment le plus gros projet open source depuis l'existence même de l'open source, parce qu'on comptabilise plus de 88 500 commits qui ont été effectués sur GitHub et le nombre de contributeurs, il est à plus de 2 500. Et évidemment, VMware est l'un des contributeurs majeurs à l'écosystème, Kubernetes, open source puisqu'aujourd'hui, nous sommes vraiment le deuxième contributeur juste derrière Google qui ont inventé Kubernetes avant de le donner à la communauté open source. Le constat aujourd'hui, au fait, quand on regarde le paysage applicatif, on constate au fait une certaine modernisation au fait des architectures applicatives utilisées par les équipes projets. Donc jusqu'à à peu près une dizaine d'années, au fait, les équipes projets faisaient ce qu'on appelait des monolithes, c'est-à-dire elles développaient un gros point WAR ou un gros point EAR. Elles utilisaient plutôt des technologies middleware, donc telles que WebSphere, WebLogic ou JBoss. Et on avait l'ensemble, au fait, des fonctionnalités d'une application qui tournait au sein du même process, dans un middleware. Aujourd'hui, avec notamment la transformation DevOps, avec la pression de plus en plus importante des métiers sur les équipes de dev pour livrer plus vite, on constate que les équipes projets adoptent plutôt des technologies et des paradigmes d'architecture basés sur des microservices. Et donc ces microservices-là, elles permettent aux équipes projets d'avoir des équipes autonomes
constitué d'un nombre, plus faible de personnes. Donc on va plutôt parler de pizza team ou de features team, donc composé au maximum d'une dizaine de personnes et ce sont des équipes surtout qui ont, en fait, leur propre cycle de vie et qui vont gérer une fonctionnalité ou une feature business en particulier et ces équipes-là, elles ont surtout besoin d'aller vite, c'est-à-dire d'aller déployer des fonctionnalités en production très vite pour être capable de donner du feedback au métier. Et donc, en général, ces technologies-là de microservices, ou alors qu'on appelle plus souvent des technologies cloud natives, en fait, un candidat naturel pour faire tourner ce genre d'application, ce sont les conteneurs et Kubernetes. Après, vous pourrez vous dire, vous, en fonction de votre organisation en fonction peut-être du niveau de maturité ou alors de la journée vers le cloud, où est-ce que vous en êtes, vous pourrez dire: «Est-ce que moi, en tant que VI admin dans mon organisation, j'ai besoin des conteneurs, j'ai besoin de Kubernetes?» Évidemment, les demandes des équipes de dev parce que, le fait d'offrir une capacité Kubernetes ou une capacité au moins de faire tourner les conteneurs, elle varie évidemment en fonction des demandes des applications. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des applications qui vont vous demander: «Oui, j'ai besoin d'une solution ou j'ai besoin de cluster Kubernetes pour pouvoir travailler». Aujourd'hui, chez VMware, on a identifié en fait 5 buckets et donc chaque bucket va correspondre à une typologie d'application. Le premier bucket, ça correspond à la catégorie de clients qui ont plutôt une IT, enfin, ou des applications qu'ils vont aller chercher à l'extérieur. C'est-à-dire, ce sont, des équipes, qui ne développent pas in-house. Donc on va plutôt retrouver des petites IT et qui achètent tout à l'extérieur. Donc ils vont acheter ça chez des ISV ou alors qui vont utiliser ce qu'on appelle des codes. Et donc ces codes-là, elles vont vous livrer des progiciels. Souvent, elles vont pas vous donner un accès à leur code source, mais elles vont, vous donner soit des binaires qui vont aller tourner directement sur des serveurs, soit quelquefois elles vont vous donner des OVA. Mais ce qu'on constate au fait aujourd'hui, c'est que même les ISV, donc les Independent Software Vendors, quand ils vont vous fournir des logiciels comme ça, elles vont le packager au format conteneur. C'est-à-dire elles vont directement vous fournir soit des images qui sont Docker ou selon un autre format, ou alors directement soit des manifestes Kubernetes, soit des Helm charts, qui est aujourd'hui la technologie qui est de plus en plus utilisé pour déployer des logiciels ou des softwares, dans le monde, Kubernetes. Donc il suffit juste d'aller faire un petit tour sur Docker Hub et vous allez voir que la plupart des vendors ils y mettent leurs images. On va retrouver de l'IBM WebSphere, du DB2, de l'Oracle Database, du MySQL ou peut-être même des fois quelques logiciels métiers. Donc ça veut dire aussi que même, en fait, ces fournisseurs de solutions aujourd'hui, elles commencent à adopter Kubernetes et leur logiciel, elles le certifient sur Kubernetes et elles vont vous donner directement du software au fait qui est packagé et déjà préconfiguré pour qu'il tourne sur du Kubernetes. Vous pourrez être dans un bucket 3, c'est-à-dire vous faites un petit peu de développement logiciel, mais c'est pas le cœur de métier de votre entreprise. Là, on peut retrouver l'exemple du .NET. Donc, il y a quelques petites applications qui sont utilisées par des équipes, soit des équipes d'innovation, soit des équipes métiers. Et l'adoption des conteneurs vont vous permettre peut-être de bénéficier vraiment de tous les apports de la technologie, enfin de containerisation ou de Kubernetes. On va retrouver un quatrième bucket qui est plutôt la partie des applications qui utilisent ce qu'on appelle le legacy Java. Donc là, on va plutôt retrouver les applications de type J2E, donc qui se basent sur des middleware, donc des applications qui ont été écrites il y a une dizaine d'années et souvent, en fait, ce genre d'applications sont des bons candidats pour être conteneurisés, mais ce n'est pas en gardant, en fait, ces architectures-là, monolithes, J2E et legacy, qu'on va tirer le meilleur de Kubernetes. Néanmoins, on va, au fait, avoir quelques bénéfices à passer à la conteneurisation, notamment parce qu'on va résoudre certains problèmes, notamment liés au packaging et au déploiement. Et on a le dernier bucket, ça, c'est vraiment si vous êtes dans une organisation où les applications ont vraiment compris et ont commencé à utiliser les technologies cloud natives. Donc, là, ce sont plutôt, des équipes projets qui utilisent, du Java, du Go, du Node.js, des frameworks tels que Spring Boot, qui permettent, d'embarquer le middleware directement dans le jar, de l'application
et bah, ce genre, d'applications, la plupart du temps, elles vont être architecturées selon des approches microservices et là, par contre, elles vont avoir besoin, en fait, d'une solution de conteneur et d'un orchestrateur tel que Kubernetes. Donc juste pour rappel, je peut-être que certains parmi vous, bah, connaissent déjà, au fait, ces notions-là, mais je vais les rappeler rapidement, au fait. Donc Docker ou alors la conteneurisation, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Au fait, la conteneurisation nous permet c'est juste un format de packaging. Donc elle va nous permettre de packager une application et ses dépendances dans ce qu'on va appeler une image. Et cette image-là, on pourra l'exécuter par un runtime de conteneur. Donc le plus connu aujourd'hui, c'est Docker, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Contenerd, qui est utilisé notamment chez VMware. Et en fait, l'intérêt, c'est que une fois que j'ai une image qui a été buildée, donc avec une solution telle que Docker, eh ben, je peux la faire tourner exactement de la même manière, quel que soit le système d'exploitation sous-jacent. Ce dont j'ai besoin, c'est uniquement un runtime Docker, c'est-à-dire un Docker Engine ou un runtime de conteneur. Et lui, il saura exécuter cette image-là et il va l'exécuter exactement de la même manière. Donc, je vais avoir vraiment un niveau d'abstraction par rapport à la couche IaaS ou alors à la couche de virtualisation, qui est cette couche de conteneurisation et qui va me permettre, au fait, qui va cacher, au fait, toute la complexité liée à la machine virtuelle Java à la personne qui a écrit l'application. Kubernetes, c'est quoi? C'est juste un orchestrateur de conteneurs. C'est-à-dire que lorsque j'ai peu de conteneurs, jusqu'à une dizaine, peut-être 50 conteneurs, bah, je peux les faire tourner en utilisant un simple runtime de conteneurs, tel que Docker. Mais par contre, quand j'ai vraiment des applications critiques, c'est-à-dire je commence à avoir plusieurs centaines de conteneurs, ou alors j'ai des applications critiques qui ont besoin de vraies orchestrations, qui ont besoin de haute disponibilité, et ben là, j'aurais besoin d'un vrai orchestrateur de conteneurs qui va gérer, bah, la partie sécurité, la partie achat, qui va gérer la partie scheduling de ces conteneurs-là sur plusieurs nœuds. Et là, bah, aujourd'hui, bah, l'orchestrateur, je dirais de facto standard du marché est Kubernetes. Donc il y a eu quelques années, on avait quelques autres orchestrateurs tels que Docker Swarm, on a eu Mesos, il y a eu d'autres tentatives, mais aujourd'hui, l'industrie, elle a vraiment convergé sur Kubernetes comme un orchestrateur par défaut pour les conteneurs. Dans Kubernetes, il utilise un paradigme dit déclaratif, c'est-à-dire qu'on va lui fournir un fichier YAML qui va décrire l'état désiré pour notre application ou alors pour notre objet de déploiement. Et on va juste demander à Kubernetes, bah voilà moi ma description, voilà l'état désiré pour mon application, et Kubernetes va nous garantir que l'état réel à n'importe quel instant, eh ben, il correspond à l'état désiré qui a été demandé par l'opérateur ou par l'utilisateur qui lui a fourni ce fichier YAML. Il y a un mécanisme de réconciliation quand Kubernetes va constater une déviance entre l'état réel pour un déploiement et l'état désiré, bah, il va faire une réconciliation pour faire converger les deux, et toujours dans une optique pour nous garantir que, eh bah, l'état désiré qu'on a exprimé au travers de notre fichier YAML, qui n'est autre en fait, qui est juste la spécification de notre déploiement, eh bah, il va nous garantir que cet état-là, il sera toujours respecté. Donc évidemment, Kubernetes, il offre beaucoup de valeur pour le développeur, même si Kubernetes est une abstraction, une abstraction de l'infrastructure. Néanmoins, il va offrir beaucoup de valeur pour le développeur, mais notamment tout ce qui est self-healing. Kubernetes, il est capable, lorsqu'un pod ou un conteneur, il tombe, et ben, il est capable de le redémarrer automatiquement. Il va offrir des services de discovery, de load balancing qui sont natifs à la plateforme Kubernetes elle-même. Il va offrir toutes les fonctionnalités pour la gestion de la configuration ou la gestion des credentials au travers du concept des secrets. Il va offrir de manière native une scalabilité horizontale, par exemple, pour réagir à une augmentation de la charge sur une application. Kubernetes, il est capable de manière très simple et très rapide de nous lancer de nouveaux conteneurs. Donc c'est pour ça aussi, c'est ce qui explique vraiment le succès de Kubernetes. Donc là, rapidement, un petit rappel de ce que c'est que Kubernetes. Dans Kubernetes, on va retrouver ce qu'on appelle un control plane. Donc un control plane ou alors l'objet master, il va contenir un certain nombre de composants. Le premier, c'est l'API server. L'API server, c'est vraiment l'objet qui va permettre la communication avec
notre cluster Kubernetes. Ensuite, je vais avoir un contrôleur manager qui est au fait une sorte de boucle fort. En fait, c'est une boucle de contrôle qui va justement être en charge de tout ce processus de réconciliation, c'est-à-dire nous garantir que l'état réel pour un déploiement ou pour un objet donné, il est toujours égal à l'état désiré qui a été spécifié dans le fichier YAML. Et j'ai un troisième composant qui est le scheduler. Le scheduler, il est en charge au fait du déploiement des pods. Et on a une base qui est une key value store qui va contenir toutes les informations par rapport à notre cluster Kubernetes. C'est la base qu'on appelle etcd qui généralement en fait une stack qui est directement déployée sur le master. Donc, le déploiement d'un master ou d'un cluster Kubernetes, il peut être fait dans une architecture donc hautement disponible et on peut très bien avoir dans un cluster Kubernetes plusieurs masters. Et donc pour cela, eh ben, il suffit de mettre un load balancer en frontal et lorsqu'un utilisateur va interagir avec un cluster Kubernetes, eh ben, le load balancer va s'occuper de la répartition des requêtes entre les différents nœuds de manière round robin. Donc, le fait d'avoir un control plane et plusieurs masters, enfin un control plane de type achat va nous permettre notamment d'upgrader nos clusters de manière, en utilisant des techniques qu'on appelle des rolling upgrades. Donc, par exemple, quand je veux passer d'un Kubernetes 1.17 à 1.18, les mécanismes de Kubernetes vont d'abord migrer un premier master. Et donc, si ça se passe bien, ils vont aller migrer le deuxième et le troisième, et ceci sans interruption de service. Le deuxième composant qu'on va retrouver dans un cluster Kubernetes, c'est le data plane. Et donc, le data plane, ce sont vraiment les workers, c'est-à-dire les machines qui vont servir à faire tourner les pods ou les conteneurs. Et donc, dans un worker, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un système d'exploitation, un container runtime, donc un process qui est là pour faire tourner les conteneurs, et un objet kubelet qui est vraiment le composant du worker qui est en charge de la communication avec les pods. On va retrouver un troisième composant qui est le kube proxy. Donc ça, c'est vraiment une sorte de proxy réseau. Et toutes les communications interpod ou lorsqu'un pod veut communiquer avec un service qui est ou dans le même cluster ou dans un autre cluster, toutes ces communications-là vont passer par le kube proxy. Et donc les communications entre le master et les différents workers passent toujours par ce composant-là qui est la kubelet. Donc de manière simplifiée, là, le but, c'est pas vraiment que, voilà, de connaître, de manière très détaillée l'ensemble de ces composants. Donc effectivement, Kubernetes, c'est une architecture assez complexe, mais si on veut simplifier, un petit peu, qu'est-ce qu'un cluster Kubernetes? Dans un modèle non achat, donc avec un seul master, la plupart du temps, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver une machine master et plusieurs workers. Donc le master en général, c'est un petit peu le cerveau du cluster, c'est-à-dire elle ne fait pas tourner de workload. Je ne vais pas retrouver de workload qui vont tourner sur le master, mais il va vraiment contenir toutes les informations par rapport à mon cluster, donc le nombre de nœuds, l'état du cluster, ainsi de suite. Et je vais avoir des machines qui sont des workers et les workers sont vraiment en fait les machines qui sont là pour faire tourner les workloads. Et donc, vous, en fait, si vous avez besoin de créer votre propre cluster Kubernetes, en fait, c'est ces composants-là qu'il faudra déployer sur votre infrastructure. Et on va voir que VMware, en fait, a simplifié vraiment la manière de créer les clusters Kubernetes, de les upgrader, de les exploiter. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette présentation. Il y a un constat aujourd'hui, c'est que la plupart des clients sont engagés dans des trajectoires qui sont dites multi-cloud ou alors de cloud hybride, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser plusieurs fournisseurs de cloud tels que AWS, Microsoft Azure, Google, ou alors on-prem, elles vont avoir plutôt voilà, des solutions ou des capabilities qui sont basées sur VMware vSphere. Donc aujourd'hui, le constat, c'est que, la plupart des fournisseurs cloud ont des technologies qui sont propres à eux. Par exemple, tout ce qui est IAM, donc authentification et autorisation, par exemple, dans l'univers AWS, c'est vraiment un paradigme qui est propre à AWS. Si on va sur Azure,
on va retrouver une autre approche pour la gestion de l'identité, des autorisations, qui sera plutôt basée sur de l'Active Directory. Sur Google, ça va être autre chose et si vous utilisez OVH, ça va encore être autre chose et si vous êtes sur vSphere, ça va être encore autre chose. La sécurité, c'est pareil et le coût et la manière de gouvernance, au fait, de chaque cloud, bah, elle est propre en cloud en question. Maintenant, la question, et la vision, au fait, de VMware et de Tanzu, c'est vraiment de vous fournir ce qu'on appelle un Ubiquitous Kubernetes Runtime. Donc un runtime Kubernetes qui soit le même, quel que soit le IaaS sous-jacent. Par exemple, aujourd'hui, même si la plupart des fournisseurs cloud vont vous offrir, bah, des solutions Kubernetes qui sont plutôt managées, bah, sur AWS, on va avoir EKS, sur Azure, on va avoir AKS, sur Google, on va avoir GKE. Mais même si Kubernetes est un projet open source, et donc, bah, voilà, les API d'utilisation sont censés être les mêmes, mais chaque cloud provider va garder certaines spécificités. Bah, par exemple, l'authentification, on va rester dans l'écosystème du cloud provider. Et aussi, comme c'est des versions qui sont managées, eh bah, souvent, on ne va pas vous donner accès à certains composants, comme par exemple les masters. Ou alors, vous n'avez pas la main sur la version du Kubernetes. Par exemple, je peux très bien, à un instant T, avoir EKS qui est en kube 1.17, alors que AKS, il est peut-être en 1.16 et GKE en 1.18. Et donc ça peut poser quelques problèmes pour vos applications qui, elles, sont censées être multi-cloud et qui vont, à un instant T, bah, va aller sur un cloud provider, particulier pour des raisons, soit des raisons d'innovation, soit des raisons de cost. En tout cas, VMware a sorti au fait un produit qui s'appelle TKG. TKG, c'est quoi? C'est le runtime Kubernetes qui est certifié par VMware et qui aujourd'hui est disponible sur la plupart des cloud providers. Et donc la vision derrière TKG, Tanzu Kubernetes Grid, donc, c'est vraiment d'être cet ubiquitous Kubernetes runtime, donc ce runtime Kubernetes qui est le même, qui est un Kubernetes upstream, donc 100% open source qui n'est pas modifié et qui va être disponible chez tous les cloud providers. Et donc, ça va être vraiment en fait une abstraction par-dessus n'importe quel cloud provider et cette abstraction-là, elle sera implémentée au travers de Kubernetes. Donc, pourquoi TKG? Pourquoi VMware a sorti TKG? C'est vraiment pour vous permettre de faire tourner Kubernetes everywhere. Donc, sur n'importe quel IaaS. Donc, vous pourrez aussi le faire tourner, donc TKG on-premise chez vous, soit donc par-dessus vSphere 6.7 U3, soit comme une capabilities native à vSphere 7. Et vous pouvez aussi avoir donc TKG as a service au travers d'un produit qui s'appelle chez nous Tanzu Mission Control et qui va permettre de créer des clusters Kubernetes, donc des clusters TKG à la demande depuis une console qui est disponible au mode SaaS. Donc pour entrer un peu plus dans les détails au fait de TKG, TKG aujourd'hui est disponible selon une approche que nous on dit on-in-as. Donc TKG, il est disponible, il peut tourner sur n'importe quelle infrastructure. Aujourd'hui, il peut tourner sur vSphere 6.7 U3, sur Amazon et sur Azure depuis bah, la semaine dernière, depuis le 15 octobre. Il peut aussi tourner sur bah, VMC sur AWS, donc la solution vSphere sur AWS, ou alors sur du Edge. TKG peut tourner comme partie vraiment native à vSphere 7. Donc, quand je suis par exemple sur du vSphere 6.7, j'ai la possibilité de déployer TKG par-dessus vSphere 6, mais à partir de vSphere 7, Kubernetes TKG, il est vraiment intégré directement à l'hyperviseur. C'est-à-dire que quand vous installez vSphere 7, eh ben, vous n'avez pas besoin d'installer Kubernetes parce qu'il est built-in dans vSphere. Il vient vraiment, c'est une fonctionnalité, c'est une capabilities qui est construite dans vSphere. Donc, il y a eu une très grande, enfin, voilà, vSphere 7 a été complètement réarchitecturé. On dit même que c'est la plus grosse évolution d'architecture depuis que vSphere existe parce qu'il a été complètement réécrit pour qu'il utilise bah, Kubernetes au niveau même de l'hyperviseur. Et on va voir plus tard comment cela se traduit. Et je peux avoir aussi TKG as a service avec l'outil Tanzu Mission Control. Donc, quand je suis avec Tanzu Mission Control,
TKG, il est vraiment abstrait pour l'utilisateur. C'est-à-dire que Transmission Control, il va permettre vraiment de faire ce qu'on appelle du cluster as a service. C'est-à-dire qu'un utilisateur, il se log à TMC, il a besoin d'un cluster Kubernetes et il l'a dans quelques clics. Il ne sait même pas que c'est du TKG. Donc, il va juste configurer la nature de son cluster. Est-ce qu'il veut un cluster de dev? Est-ce qu'il veut un cluster de prod? Quel est le sizing des machines, les types de machines qu'il veut dans son cluster, pour son cluster, donc à la fois les masters et le workers. Et TMC va lui créer en quelques minutes son cluster Kubernetes. Donc aujourd'hui sur Amazon et bientôt on va avoir la même chose sur Azure et sur vSphere. Donc à l'intérieur de vSphere 7, ça c'est vraiment destiné pour les clients qui veulent une manière simple pour avoir Kubernetes dans le data center. Donc je dirais vraiment, il n'y a pas plus simple parce que quand on installe vSphere 7, j'ai directement la possibilité de créer des clusters Kubernetes out of the box. Je n'ai rien à installer, c'est-à-dire je n'ai pas besoin d'aller déployer Kubernetes parce que Kubernetes, il est déjà là. Et même quand on installe vSphere 7, on a un premier cluster Kubernetes qui vient avec vSphere 7 qui s'appelle le Supervisor Cluster. On va voir un peu plus loin comment est-ce que c'est architecturé. Pour les clients qui veulent du TKG on any infrastructure, donc sur n'importe quelle infrastructure. Donc ça, c'est plutôt vraiment les clients qui ont, je dirais, un peu une mentalité de builder ou alors une mentalité de do it yourself. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent comprendre, personnaliser un petit peu les clusters Kubernetes qui sont construits. Néanmoins, ils peuvent toujours bénéficier de toute l'automatisation qui vient dans TKG et surtout du support de VMware. Donc l'installation de TKG, elle est vraiment très très simple. Donc il est disponible aujourd'hui sur AWS, sur vSphere et sur VMC, sur Amazon et sur le Edge et même sur Azure. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, TKG sur, vSphere 6.7? Donc, l'idée, c'est vraiment de dire: «Je vais utiliser Kubernetes pour gérer Kubernetes lui-même». Donc Kubernetes, c'est un orchestrateur vraiment, très puissant et surtout, c'est une solution technologique qui est très extensible. C'est-à-dire qu'à la base, Kubernetes permettait de gérer un certain nombre d'objets qui étaient prédéfinis, donc c'est plutôt des workloads applicatifs. Donc Kubernetes permettait de gérer, il comprenait qu'est-ce que c'était qu'un pod, un déploiement, un réplica set, un service, un ingress. Donc ça, c'était vraiment les objets de base. Mais surtout, au fait, Kubernetes, sa puissance et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il connaît un tel succès, c'est que c'est une plateforme qui est très extensible. C'est-à-dire que même pour des objets qui ne sont pas natifs à Kubernetes, donc on peut étendre Kubernetes pour lui demander de gérer des types d'objets qui sont autres, qui ne sont pas, au fait, des objets natifs notamment, justement, VMware, ce qu'on a fait au travers de la solution TKG, c'est qu'on va utiliser Kubernetes pour gérer le cycle de vie de Kubernetes lui-même. C'est-à-dire que quand je veux créer un nouveau cluster Kubernetes je vais le faire au travers d'un autre cluster Kubernetes qui s'appelle le management cluster. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise vraiment le paradigme Kubernetes, c'est-à-dire que je vais décrire l'état désiré de mon cluster Kubernetes dans un fichier YAML. Je vais donner ça à un premier cluster qui s'appelle un management cluster. Et ce management cluster, il va me permettre de créer mon cluster TKG que je lui ai demandé. Donc, c'est peut-être un petit peu complexe au début vraiment pour appréhender au fait ce concept-là, mais on va voir comment est-ce que c'est fait? Donc évidemment, comme j'ai dit, voilà, Kubernetes, donc by design, il connaît un certain nombre d'objets natifs, donc les pods, les jobs, les cron jobs, les daemon sets, replica sets. Mais vraiment, la force de Kubernetes, c'est son extensibilité. C'est-à-dire que je peux étendre les objets Kubernetes pour lui demander de gérer un nouveau type d'objet. Et c'est ce qu'on appelle le principe des CRD, donc les Custom Resource Definitions. Donc, c'est quoi une CRD? C'est tout simplement en fait une extension de l'API de Kubernetes. C'est-à-dire, on va utiliser les API Kubernetes pour lui donner des nouveaux types d'objets et on va demander à Kubernetes, gère-moi ces nouveaux types d'objets de la même manière que tu gères les objets natifs.
et ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et donc, au niveau de Kubernetes, dans Kubernetes, c'est enfin, l'open source, il est géré par la fondation CNCF. Donc, c'est là où on va retrouver l'ensemble des acteurs qui contribuent à Kubernetes. Et on va retrouver notamment ce qu'on appelle un SIG, donc un Special Interest Groups, qui travaille sur le sujet de Cluster API. Donc, le SIG de Cluster API est l'idée par VMware au niveau de la CNCF. Donc, c'est vraiment un projet de la CNCF. Ce n'est pas un projet qui est propre à VMware, hein, et ça, c'est vraiment très important. Le commitment de VMware à l'écosystème open source, il est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre et c'est quelque chose qui fait partie de la stratégie de VMware. Et donc, ce projet-là, au fait, de Cluster API, c'est vraiment l'idée de dire, bah, c'est d'utiliser Kubernetes pour gérer Kubernetes. Donc, c'est vraiment un style déclaratif pour gérer Kubernetes. Et on va le retrouver, donc il va donc comprendre ce projet-là Cluster API, bah, l'ensemble des capabilities qui vont nous permettre d'exploiter un cluster Kubernetes. Donc, le scaler, l'upgrader, le créer, enfin, tout ce qui tourne. Donc ça, c'est vraiment pour rappeler au fait, bah, voilà, que Kubernetes, bah, par défaut, il sait gérer un certain nombre d'objets ou de composants tels que les pods, les répliques assets et les déploiements. Avec le Cluster API, ce qu'on a fait, on a étendu au fait, on a créé au fait des nouveaux CRD, des nouveaux Custom Resource Definitions, qui vont nous permettre de gérer des clusters Kubernetes. Et parmi lesquels, bah, on va retrouver un objet de type machine, un objet de type machine set et un objet de type machine deployment. Donc, ces CRD-là vont être gérés par Kubernetes et on va les utiliser pour la gestion du cycle de vie de Kubernetes. Donc, pour créer des nouveaux clusters Kubernetes, pour les upgrader, pour les scaler, par exemple, si je veux rajouter plus de workers ou plus de masters, ainsi de suite. Donc, le déploiement de TKG en se basant sur Cluster API, il est illustré sur ce slide-là. Donc, au fait, d'un point de vue schématique, on va utiliser une CLI que vous avez la possibilité de télécharger au fait sur le site de VMware. Donc, en fait, la première chose quand on veut installer TKG, par exemple sur un vSphere 6.7 ou sur Amazon, eh ben, on va sur le site de VMware, on télécharge la CLI, la CLI de TKG. Et donc, avec cette CLI-là, sur un poste local, même vous pouvez le faire sur votre Mac ou même sur votre poste Windows ou alors sur une machine Linux qui est sur votre data center. Donc, la première chose que l'on va faire, on va créer un premier cluster Kubernetes parce que le déploiement de TKG, il se base sur Cluster API. Et donc, bah, la première chose, pour créer notre premier cluster Kubernetes, eh ben, on a besoin d'un premier cluster Kubernetes qui s'appelle le Bootstrap Cluster. Ce Bootstrap Cluster, il nous permet de faire quoi? Il nous permet de créer ce qu'on appelle un cluster de management. Le cluster de management, le management cluster, il est vraiment très très important dans une architecture TKG parce que c'est lui qui va par la suite nous permettre de créer les clusters Kubernetes applicatifs. Donc les clusters qui seront utilisés par les projets, par les équipes de dev. Et donc, bah, comment on va le faire? Eh ben, on va créer un premier cluster qui est un cluster de Bootstrap. Donc, par exemple, la plupart du temps, donc juste par exemple avec un Docker Engine sur votre Mac ou sur une machine Linux, on va déployer ce qu'on appelle un kind. Donc ça, c'est juste un mini cluster Kubernetes qui va tourner dans Docker. Et ce cluster-là, il va nous permettre de créer notre cluster de management. Une fois que l'on aura créé notre cluster de management, eh ben, on n'a plus besoin de ce Bootstrap cluster. Donc, ce Bootstrap cluster, c'est vraiment un cluster qui aura une durée de vie qui est juste celle de la création du cluster de management. Une fois qu'on aura créé notre cluster de management, même le process d'installation, en fait, il va virer ce Bootstrap cluster, il va servir à rien. Et avec la CLI, on va interagir directement avec ce cluster de management pour lui demander soit de nous créer des workload clusters, donc des clusters applicatifs. On peut lui demander d'upgrader un cluster existant qui a été créé par le cluster de management. Par exemple, bah, quand je crée un nouveau cluster, bah, je vais faire TKG. Je vais d'abord m'authentifier auprès de mon cluster de management et ensuite je vais lui dire create cluster. Il y a une notion de plan qui va définir la typologie du cluster, donc le nombre de masters, le nombre de workers. Je vais lui dire juste "-p", par exemple, utilise un plan dev ou un plan prod, et il va me créer mon cluster dans quelques minutes.
Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand je crée un cluster, au fait, j'ai aussi la création des VM, de la couche IaaS. C'est-à-dire que quand je veux créer un nouveau cluster, c'est pas à moi, opérateur, d'aller créer d'abord les machines comme je le ferais avec un cube ADM et ensuite par-dessus, on va venir déployer les composants cubes, les masters et les workers. TKG, au travers de Cluster API, il va vraiment faire tout ça pour moi. Donc, ce schéma-là, il illustre un petit peu au fait, comment au fait, fonctionne, justement TKG en utilisant, bah, Cluster API. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc je vais avoir un local control plane, qui est au fait, mon cluster de management et je vais utiliser la CLI pour interagir avec mon cluster de management et à partir de ce cluster de management, il va me permettre de créer au fait des clusters, des workload clusters qui sont vraiment des clusters Kubernetes upstream, c'est-à-dire qui ne sont pas modifiés. C'est vraiment le Kubernetes tel qu'il existe sur GitHub. Donc, c'est vraiment un upstream Kubernetes qui n'est pas modifié. Et il y a un alignement à 100% avec les composants open source qui viennent dans Kubernetes. Donc, la partie Lifecycle Management, elle est faite au travers de Cluster API, qui est un standard de la CNCF. La partie Container Registry, j'ai la possibilité de déployer Arbor et à partir de vSphere 7, ça devient vraiment quelque chose de built-in, de natif à vSphere 7. La partie Ingress, on va retrouver un composant open source qui s'appelle Contour. La partie Login, on va retrouver FluentBit qui est le standard open source de Kubernetes. La partie authentification, elle s'appuie sur Dex aussi, qui est le composant standard open source. Et je vais retrouver un certain nombre d'autres composants tels que contenerd, donc qui est le runtime pour faire tourner en fait, les conteneurs sur les objets Workers. Je vais retrouver une solution SDN pour gérer la partie réseau entre les conteneurs, donc qui aujourd'hui est soit Calico, soit Entrea. Entrea, c'est un nouvel SDN open source et c'est VMware qui est à l'origine ce projet open source et qui va me permettre de gérer tout le réseau interconteneur et avec un certain nombre d'autres outils tels qu'un outil de crash diagnostic. C'est évidemment l'ensemble des OVA et des AMA images est fourni par VMware. Donc ça, c'est juste un petit peu une illustration du workflow tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est avec la CLI que l'on va se connecter à un cluster de management et une fois qu'on est connecté à ce cluster de management, eh ben, on peut soit lui demander de nous créer des nouveaux clusters Kubernetes, soit lui demander de faire des opérations d'exploitation sur ces clusters-là. Donc, c'est vraiment une solution qui est très automatisée et très simple qui va vous permettre d'avoir une solution Kubernetes multi-cluster que vous pourrez déployer au niveau de votre data center. Et donc aujourd'hui, la création d'un nouveau cluster Kubernetes, quand je suis dans le monde TKG, c'est une opération qui va me prendre quelques minutes, quoi, une dizaine de minutes pour créer un nouveau cluster fully donc exploitable, supporté par VMware, ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit peu l'architecture simplifiée. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit. L'opérateur de la plateforme, il interagit avec la CLI. À l'installation, on va créer le Bootstrap Cluster qui va nous permettre de créer ce cluster de management qui lui-même va interagir avec les autres clusters applicatifs. Maintenant, à partir de vSphere 7, ce service TKG, donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc avec TKG, avec la CLI et la construction du cluster de management, c'est quelque chose que l'on va faire par exemple, dans un écosystème vSphere, sur vSphere 6.7 U3 ou alors sur un cloud public tel que Amazon ou Azure aujourd'hui. À partir de vSphere 7, au fait, TKG, donc le service Kubernetes, il est vraiment intégré à vSphere. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller installer, d'aller faire tout ce que je vous ai expliqué avant. TKG est vraiment un service qui est natif à vSphere 7. Donc, on va avoir par contre, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que c'est exactement le même runtime TKG, le même runtime Kubernetes. C'est-à-dire que le projet, le consommateur du Kubernetes, que ce soit du TKG sur vSphere 6.7 ou que ce soit le service TKG qui vient avec vSphere 7, c'est exactement le même runtime Kubernetes avec les mêmes capabilities, rien qui change. Ce qui change, c'est juste la manière de fabriquer ou ces clusters TKG ou ces clusters
Kubernetes. Donc, à partir de vSphere 7, donc l'architecture de vSphere 7, c'est celle que l'on voit sur ce diagramme-là. Et ben donc, on va retrouver enfin, les services que vous avez l'habitude, enfin, que vous connaissez déjà dans vSphere, hein, par exemple, bah, le service réseau, storage, service de VM, mais on va retrouver un service Tanzu Kubernetes Grid. Donc, TKGS, ça c'est quoi? C'est un service qui est built-in dans vSphere 7 et qui va vous permettre et bah, de construire des nouveaux clusters Kubernetes de manière très simple. Donc, c'est vraiment à partir de la console vSphere, et bah, on aura la possibilité de construire des nouveaux clusters Kubernetes et les mettre à disposition des équipes de dev de la même manière qu'on faisait lorsqu'on construisait des VM. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très simple. Et aujourd'hui, je dirais même que c'est la manière la plus simple pour avoir enfin, une capacité Kubernetes au niveau du stack vSphere quoi. C'est-à-dire que vous n'avez rien à installer, vous n'avez pas, à aller vous préoccuper d'aller chercher enfin les binaires Kubernetes. C'est vraiment enfin built-in, à vSphere 7 et c'est fourni enfin soit à partir de VCF ou alors même d'un point de vue licensing. On n'a pas besoin forcément toujours de VCF, on peut très bien faire, enfin avoir, ce service-là TKGS en utilisant, bah, une licence, qui s'appelle, Tanzu Basic et donc qui ne va pas nécessiter au fait, toute la stack VCF. Donc d'un point de vue technique, comment ça se passe dans vSphere 7? C'est que quand j'installe vSphere 7 il vient déjà avec un cluster Kubernetes qui s'appelle le Supervisor Cluster. Le Supervisor Cluster, c'est vraiment l'équivalent du cluster de management que je vous ai présenté tout à l'heure, lorsque j'ai parlé au fait de TKG. Ce Supervisor Cluster, c'est lui qui va me permettre d'instancier et de gérer les nouveaux clusters Kubernetes. Et l'opérateur, le VI admin, donc il va se connecter à ce supervisor cluster. Donc c'est un cluster Kubernetes. Il peut s'y connecter en utilisant une commande kubectl et il va utiliser ce supervisor-là cluster pour aller créer des nouveaux clusters Kubernetes. Vous pouvez même décider d'offrir l'accès à ce supervisor cluster à vos équipes dev ou DevOps si par exemple vous voulez mettre en place au niveau de votre stack vSphere et bah, du cluster as a service. Par exemple, vous voulez permettre à une équipe projet de créer elle-même un cluster Kubernetes directement depuis votre vSphere. Et bah, dans ce cas-là, l'équipe projet, elle a même pas besoin d'apprendre vSphere parce qu'en fait, elles vont interagir avec ce supervisor cluster en utilisant kubectl. Donc, comme ils ont l'habitude d'utiliser kubectl pour déployer leurs applications, et ben, elles vont utiliser ce kubectl pour interagir avec ce supervisor cluster qui vient à partir de vSphere 7. Et par exemple, ils vont demander kubectl create tkg cluster et ce supervisor cluster, il va leur créer leur cluster applicatif qui va leur permettre bah, de déployer leur workload. Le VI admin, il peut, au travers de ce supervisor cluster, bah, définir les templates des clusters Kubernetes, les versions de Kubernetes qu'il veut mettre à disposition pour les équipes de développement. Il pourra gérer bah, les quotas, par exemple, on va voir qu'il y a une notion de namespace qui va permettre la multi-tenancy et aussi bah, la gestion des quotas, la gestion aussi du RBAC, des accès, par exemple, pour onboarder ou donner l'accès à un cluster Kubernetes. Donc, tout ça, c'est vraiment simplifié dans vSphere 7. Donc, l'architecture est un petit peu, au fait, ce qu'on voit ici. Donc, le VI admin, il va interagir avec le vCenter pour donc créer des nouveaux clusters Kubernetes et pour organiser les différents clusters Kubernetes qui sont déployés au niveau de votre infrastructure SDDC, il y a un concept assez intéressant qui vient à partir de vSphere 7 qui s'appelle le namespace. Donc, à ne pas confondre avec le namespace de Kubernetes, le namespace à partir de vSphere 7, c'est aussi une notion en fait, qu'on va retrouver dans vSphere. Donc, c'est un objet vSphere qui va permettre de regrouper un certain nombre de ressources et de les gérer de manière homogène. Et donc, le VI admin, il peut, par exemple, associer un namespace à une application ou à une business line. Et pour ce namespace-là en question, bah, il va lui gérer des autorisations, il va gérer des quotas, il va gérer des politiques de stockage et c'est quelque chose vraiment qui va simplifier au fait le management et l'exploitation des différents clusters Kubernetes qui sont exposés au fait pour les projets.
Et l'équipe DevOps, elle, elle va voir, elle peut être habilitée à utiliser un namespace en particulier. Et à l'intérieur de son namespace, eh ben, elle va déployer ces objets qui peuvent être soit des objets Kubernetes, soit des objets de type VM classique. Vesphere aussi, il vient avec un service qui s'appelle le pod service. Donc, ce service-là, il va nous permettre de faire tourner des pods, donc des pods Kubernetes, directement sur le supervisor cluster. Donc, ça, c'est un cas d'usage qui peut être très bien adapté, par exemple, pour des applications qui ont besoin de niveaux de performance très élevés. Et donc, Vesphere 7, il nous permet de faire tourner des pods directement sur le supervisor cluster. C'est ce qu'on appelle des native pods et donc, comment, est-ce que ça va fonctionner en fait techniquement en dessous? C'est que, les pods, ils vont tourner directement sur l'hyperviseur et donc en utilisant un runtime, de conteneur, qui est propre à VMware qui s'appelle CRX, un Linux kernel qui est propre à eux, un container engine et donc la particularité, c'est que vraiment ces pods-là, ils vont tourner sur l'hyperviseur et non pas sur des workers de type VM, tel que c'est le cas, enfin de manière plus classique, sur les conteneurs. Donc les benchmarks qui ont été faits à l'intérieur, enfin au niveau de la R&D VMware, ont montré que ces pods-là, ils étaient même 8 plus rapides que les pods qui tournent sur bare metal et en général 30 plus rapides que des pods qui tournent sur, des VM, je dirais au fait, traditionnels. Au niveau du supervisor cluster aussi, on peut donc soit déployer des pods, soit déployer des machines virtuelles. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va déployer des machines virtuelles en utilisant Kubernetes. Donc vraiment, vous faites, par exemple, une équipe de dev, une équipe DevOps, elle peut, au niveau de son namespace, donc créer directement des machines virtuelles. Donc le supervisor cluster, il connaît un objet de type machine virtuelle qui peut être créé en utilisant un paradigme Kubernetes, donc en utilisant un kubectl. Et donc là, si vous remarquez, au fait, Kubernetes, il devient vraiment, au fait, au cœur de Vesphere. C'est-à-dire qu'on peut interagir avec Vesphere directement, même pour créer une machine virtuelle, et ben, je peux le faire en utilisant une API Kubernetes, un kubectl. Donc le namespace, ça, j'en ai un petit peu parlé. Donc ça, c'est vraiment, un concept nouveau qui vient à partir de vSphere 7, qui va offrir un premier niveau de multi-tenancy et qui va surtout, au fait, simplifier la gestion des objets qu'il y a à l'intérieur de vSphere. Et ces objets-là, ils peuvent être soit des clusters Kubernetes, soit des VM. Et donc, le VI admin, que vous pourrez être, et vous pourrez donc, donner des accès, enfin créer des namespaces, soit par application, soit pour un groupe d'applications, soit pour une business line en particulier, si vous êtes dans plutôt une grande entreprise. Et c'est au niveau du namespace que vous allez définir le niveau d'isolation, les niveaux de performance, les quotas, ainsi de suite. Donc, dans une stack, enfin, dans une architecture SDDC, je peux avoir plusieurs supervisor clusters. Dans un supervisor cluster, je vais avoir plusieurs namespaces. Et à l'intérieur d'un namespace, je vais retrouver soit des pods qui vont tourner dans des clusters Kubernetes, soit des objets VM qui vont tourner aussi, qui vont être créés en utilisant du kubectl, ou alors je vais retrouver carrément d'autres clusters Kubernetes qui vont tourner plutôt sur des VM. Donc, TKG aussi donc la TKG CLI, celle que je vous ai présentée au début, que l'on installe lorsqu'on veut un service TKG sur vSphere 6, je peux aussi l'utiliser, donc la CLI, pour la plugger sur un supervisor cluster. Et donc là, de cette manière-là, j'ai une consommation de mes services Kubernetes qui est la même que je sois en vSphere 6.7 ou alors en vSphere 7. Et donc, on va se faire 7 parce que au lieu d'avoir un cluster de management, ce que je vais avoir ce supervisor cluster qui est built-in, comme j'ai dit, et qui va me permettre de gérer les autres clusters Kubernetes disponibles dans sur ma plateforme Vesper. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un autre outil qui s'appelle Tonzo Mission Control et qui va vous simplifier de manière assez intéressante la gestion de plusieurs clusters Kubernetes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, au fait, gérer un cluster Kubernetes, ça peut être simple, mais en gérer 10, 50 ou 100, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que chaque cluster, en fait,
et bah, il faut se connecter au cluster kubectl. Par exemple, ne serait-ce que pour onboarder au fait un utilisateur particulier sur un cluster donné, bah, il faut faire un kubectl sur le cluster, définir le RBAC à l'intérieur au fait de ce cluster Kubernetes. Et surtout, si vous êtes dans une architecture multi-cloud, par exemple, vous utilisez des clusters Kubernetes au travers de plusieurs fournisseurs cloud, tels que par exemple Amazon, Azure et on-prem sur vSphere, et ben, le fait de gérer des clusters Kubernetes sur ces 3 fournisseurs, ça peut être quelque chose d'assez complexe. Par exemple, bah, gérer vos clusters sur un IaaS Amazon, bah, il faut utiliser enfin, la CLI d'Amazon, il faut se connecter à Amazon pour permettre, pour faire des opérations sur Kubernetes. Pareil si vous utilisez Azure ou alors on-prem, donc c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Donc c'est pour ça que VMware a sorti une solution qui s'appelle, Tanzu Mission Control, et donc elle vous permet vraiment de gérer n'importe quel Kubernetes au niveau d'une seule plateforme qui s'appelle TMC. Et donc TMC, il nous permet de faire 2 choses. Il permet de faire soit du provisioning de nouveaux clusters, soit d'attacher des clusters existants. Donc TMC, avec TMC, je peux créer des nouveaux clusters et gérer aussi leur cycle de vie. Donc ça, c'est important, c'est pas juste le provisioning, mais c'est aussi le cycle de vie. Donc l'upgrade du cluster, par exemple, le passer d'une version cube 1.16 à 1.17, le scaling, du cluster, ainsi de suite. Ou alors, je peux attacher à TMC des clusters qui n'ont pas été provisionnés par TMC, donc des clusters, par exemple, GKE, des clusters AKS ou OKS, qui sont managés par Azure ou par Amazon ou même un OpenShift, bah, je peux l'attacher et après le gérer à l'intérieur de TMC. Et donc, à l'intérieur de TMC, bah, je vais avoir toutes les fonctionnalités qui vont me permettre de gérer une flotte de clusters Kubernetes, bah, telles que la gestion de l'identité et des accès. Il y a un moteur au fait de policies, par exemple, quand je veux gérer des policies, soit d'accès, des policies autour de la registry, soit gérer des network policies sur un grand nombre de clusters, et bah, TMC va vraiment me simplifier au fait ce process-là. Bah, comment ça se passe, par exemple, pour, provisionner un nouveau cluster sur Amazon? Donc quand je vais utiliser TMC avec Amazon, ce qu'il va faire, il va me provisionner un cluster TKG sur le IaaS d'Amazon. Donc sur Amazon, on va instancier des machines EC2, et sur ces machines-là EC2, on va venir poser un cluster TKG, et ça va vous permettre d'avoir exactement le même runtime Kubernetes TKG sur Amazon tel que vous pourrez l'avoir, par exemple, sur vSphere. Et donc TMC, il va s'occuper et automatiser toute la partie de la gestion, enfin, de tous les objets réseau, par exemple, la création des PVC et des subnets. On peut lui dire, «Construis-moi un cluster Kubernetes multi-AZ et voilà les ASIS que tu utilises». Je vais être capable de provisionner, enfin, automatiquement, des ELB Amazon, une fois que j'aurai déployé mon cluster. Enfin, c'est TMC, il va vraiment, c'est-à-dire, je peux avoir un cluster TKG sur Amazon en quelques clics, quoi. Et je peux aussi attacher en fait des clusters existants, et donc des clusters qui ont été provisionnés. Peut-être vous avez votre propre, enfin votre propre Kubernetes que vous avez construit par vous-même, mais et vous avez peut-être 50 ou 100 clusters, ça devient compliqué à gérer. Et ben vous pourrez utiliser TMC pour attacher ces clusters-là à TMC, et TMC va vous permettre, enfin il va simplifier au fait la gestion des policies, la gestion, des quotas, ainsi de suite sur ces clusters-là. Donc ça, c'est un petit peu, donc TMC, il vient avec une notion qui s'appelle notion de workspace, qui est une notion intéressante. C'est une notion plutôt applicative. C'est par exemple, j'ai une application qui tourne, donc les applications qui tournent de Kubernetes, c'est plutôt des applications qui sont architecturées sous forme de microservices. Et donc je vais avoir des microservices qui tournent dans un namespace d'un cluster 1 et d'autres microservices qui tournent dans un namespace 2 d'un autre cluster. Par exemple, je peux très bien avoir les frontaux qui tournent sur un cluster Amazon et puis les back-ends qui tournent sur des clusters on-prem, parce que, bah, pour des raisons de sécurité, votre entreprise, elle a décidé de garder ces microservices-là, ou peut-être pour des fois, pour des raisons de performance, vous avez décidé de garder ces services-là on-prem. Et bah, cette notion de workspace, elle va vous permettre de gérer cette application-là qui tourne sur plusieurs clusters de manière homogène à l'intérieur d'un seul outil qui est TMC. Et après, bah, vous pourrez appliquer des politiques de sécurité au niveau du workspace. Vous pourrez par exemple dire que le workspace, eh ben, il a le droit de télécharger des images que depuis la registrie officielle de mon entreprise qui est Arbor. Je n'ai pas envie que dans un workspace pour cette application-là, eh ben, les applications elles aillent chercher des images depuis Docker Hub ou depuis d'autres registries au fait qui ne sont pas
certifié par vous. Donc ça, c'est juste une petite vision en fait d'un petit peu de l'architecture. L'IHM de Tanzu Mission Control, c'est ce que vous voyez ici. Et donc, bah, j'ai une vision sur la liste des clusters qui sont gérés par TMC. Donc, vous voyez bien que j'ai des clusters au fait au niveau du provider qui peuvent être soit vSphere, soit Amazon, soit Azure, soit autre. Il y a des clusters qui sont soit provisionnés, soit attachés. Et TMC va me donner un certain nombre d'informations qui vont vous permettre à vous, en tant que gestionnaire, je dirais, de la capacité ou du service Kubernetes au niveau de votre entreprise, eh ben, d'avoir les éléments sur le health, l'état du cluster, la version du Kubernetes. Donc là, je vois que j'ai des clusters, par exemple, qui sont en 1.13, d'autres en 1.14, d'autres en 1.15. Quel est le niveau de CPU qui est consommé? Il y a même une mécanique de labels qui va me permettre de retrouver des clusters et de les gérer en utilisant des labels. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut accélérer et simplifier la gestion de vos différents clusters Kubernetes. Donc ça, c'est juste, en synthèse, et bah, enfin voilà, c'est-à-dire que TKG, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de Kubernetes, par VMware. C'est quelque chose que vous pourrez avoir sur n'importe quelle API driven infrastructure. Donc vous pourrez l'avoir soit par-dessus un vSphere, soit comme, faisant partie, enfin comme un service de vSphere 7, et on a Tanzu Mission Control qui va nous permettre de gouverner et de gérer l'ensemble de ces clusters-là. Donc, là, moi, j'ai terminé. Je vais juste vous faire, vous présenter peut-être une petite démo assez rapide sur, bah, peut-être une vision un petit peu de vSphere 7, donc du service TKG dans vSphere 7. Donc là, quand je me log au fait à vSphere 7, vous allez voir que la fonctionnalité de Kubernetes, elle est vraiment built-in dans vSphere, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin en fait, bah, d'installer un cluster, Kubernetes. Enfin, il y a déjà un cluster qui vient en fait avec vSphere 7 qui est le supervisor cluster que je vois ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment dans le menu, bah, dans vSphere 7, on a rajouté quelque chose qui s'appelle workload management. Donc, en fait, il faut vraiment voir que vSphere 7, il a évolué. Avant, c'était une plateforme pour gérer des VM. Aujourd'hui, vSphere 7, c'est une plateforme pour gérer aussi des applications. C'est ça vraiment ça le changement en fait majeur. Et donc dans Workload Management, bah, j'ai une vue sur les namespaces. Et donc là, bah, par exemple, je peux créer directement un namespace. Donc il me dit où est-ce que tu veux créer enfin, ton cluster, bah, je lui dis tu me le déploies là et je vais lui donner un nom, par exemple démo VM user group. Et donc là, j'ai créé un nouveau namespace et donc, sur ce namespace-là, eh ben, je pourrais le gérer directement depuis ma console vSphere. Par exemple, ici, je peux onboarder des nouveaux users au niveau de ce namespace-là, donc leur donner des permissions ici. Donc, par exemple, local, ici. Et là, je peux choisir, par exemple, un utilisateur. Je dois avoir un utilisateur ici qui s'appelle DevOps. Et je lui donne un rôle, donc soit qu'un view ou qu'un edit. Donc là, je donne un rôle au niveau du namespace global. Et comme j'ai dit au début, c'est vraiment un namespace qui est enfin un concept vSphere. C'est pas un concept, enfin, du namespace de Kubernetes. C'est vraiment en fait un concept qui me permet, bah, de gérer mes ressources vSphere, y compris donc soit des VM ou alors des clusters Kubernetes, enfin vraiment, n'importe quel objet. Je peux définir au fait des storage policies au niveau du namespace. Par exemple ici, bah, je vais choisir une policy, qui est déjà préconfigurée pour moi qui s'appelle Pacific Cold Storage et je peux aussi gérer des quotas sur ce namespace-là. Donc directement ici, je peux faire un edit limits et ici, bah, je peux, bah, définir des limites sur la CPU, la mémoire, ou le stockage, donc au niveau de mon namespace. Donc quand je vais ici dans ma vue Workload Management, donc j'ai mon namespace ici qui est donc, oui, même si je reviens par exemple sur Hosts and Clusters, je vais voir ici que j'ai mon namespace ici qui s'appelle Demo VM User Group que je viens de créer. Et après, bah, je peux venir créer des objets. Donc, par exemple, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un cluster Kubernetes. Donc, la première chose, donc, je vais me loguer à vSphere. Donc là, je suis sur mon Mac, enfin en local. Et donc, je vais essayer bah, voilà. Donc, là, je vais me connecter au fait et ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau. Là, je vais me connecter au à vSphere en utilisant kubectl et donc ce qu'on a fait, au fait, à partir de vSphere 7, on a développé un nouveau plugin à kubectl qui s'appelle vSphere et qui va me permettre de
me connecter au fait à vSphere 7, au supervisor cluster directement depuis ma machine locale. Et donc là, je saisis mon mot de passe vSphere et et donc là, j'utilise mes credentials vSphere pour me loguer, à mon, vSphere 7 en utilisant kubectl, donc ça, c'est quelque chose, d'assez nouveau et là, si vous remarquez, en fait, bah, je vois dans mes contextes, en fait, le namespace que je viens de créer, qui est démo VM user group. Donc là, je peux me mettre sur ce contexte-là, donc démo-vm user group. Donc là, je suis dedans et pour créer un cluster, et ben c'est assez simple. Bah, j'utilise Kubernetes, en fait. J'ai un petit fichier YAML qui va contenir, au fait, la description d'un nouveau cluster Kubernetes. Ici, dans le kind, vous voyez là, c'est un YAML Kubernetes standard. Sauf qu'au lieu d'avoir un kind classique de type pod ou deployment ou service, comme je le fais pour les objets applicatifs, et ben, je peux avoir un kind qui est à type un Tanzu Kubernetes cluster. Donc là, ce que je lui dis, bah, je précise mon namespace, je lui dis que je veux un Kubernetes, je donne la version et je donne la topologie de mon cluster. Je lui dis, je veux un control plane, donc un master, un worker. Donc c'est assez simple, et bah, pour le créer, je fais kubectl-f, non, c'est kubectl apply-f classe démo .html. Et donc là, ce qu'il va faire, et bah, il va se connecter au namespace VM user group demo, ouais, je l'ai appelé demo-vm user group. Donc, oh non, pardon. Ouais, donc c'est l'inverse. Il faudrait juste que je change ici, c'est démo. Demo-vm user group. Ici, on va faire la même chose. Donc là, vous voyez bien, il a bien contrôlé si j'avais bien le workspace là, pas. -vm user group. Démo VM user group, démo-VM user group, et là, je refais mon apply. Et donc là, ce qu'il va faire, bah voilà, il me dit que maintenant, il va me créer mon nouveau cluster. Donc ça va prendre quelques minutes. Et normalement, au bout de quelques minutes, si je viens ici, en dessous de mon namespace DM demo VM user group, et bah, il va me créer donc le cluster que je lui ai demandé. Donc là, je lui ai demandé un master, un worker, donc ça va prendre quelques minutes. Et normalement, au bout de quelques minutes, bah, je vais avoir ici mon cluster. Donc ça prend un petit peu de temps parce que c'est juste le temps, en fait, pour lui qu'il crée, en fait, la VM. Bah, là, je vois qu'il a commencé à créer déjà. Donc là, je vois qu'il commence à créer mon nouveau cluster, demo VM user group, et ici, donc il va, bah, créer, enfin, la machine master, la machine worker, ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, que ça a été très clair, et bah, si vous avez besoin de workshops autour de, bah, voilà, de cloud natif en général, de Kubernetes, comment est-ce que, bah, VMware pourrait vous aider, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, et si vous avez des questions, bah, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et profitez bien du VMware User Group.